Donc voilà, aujourd'hui, on vous propose un brunch radical sur l'extrême droite européenne contre les LGBTQI+. Quelle solution? Parce que l'idée quand même de ce webinaire, c'est d'apporter une petite note positive s'il en était possible. Donc merci à toutes et tous de vous connecter ce samedi matin pour parler du sujet qui nous anime. J'espère que vous avez votre café à la main. Perso, moi j'ai ma tasse Bravo les lesbiennes, donc du coup je suis bien équipée. On va commencer rapidement sur un rapide temps de présentation et ensuite on entrera dans le vif du sujet. Mathéo, je te laisse la parole si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes et tous. Merci de nous rejoindre un peu tôt ce matin. Je m'appelle Matteo Gargilo. Je suis coprésident de l'association ACT, ACT, Against Conversion Therapy. C'est une association qui organise une campagne européenne pour demander à la Commission européenne d'interdire les thérapies et pratiques de conversion à l'échelle de l'Union européenne. Cette campagne se fait par le mécanisme d'initiative citoyenne européenne, sur lequel on va pouvoir revenir plus tard. Mais je suis aussi également militant écologiste, même si je suis actuellement en Erasmus à l'étranger, donc je milite pas trop en France. Mais je suis des vôtres. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu présent, surtout que tu es en week-end et donc c'est d'autant plus sympa de ta part. Mélissa, je t'en prie. Oui, donc moi je suis Mélissa Camara, je suis eurodéputée et notamment je suis membre de la commission femmes. Je suis coordinatrice même de la commission femmes, c'est-à-dire que je représente les Verts européens au sein de cette commission où on traite d'égalité des genres. Et je suis aussi au sein de la commission Libé, donc qui traite des questions d'état de droit, de liberté publique, où on traite aussi des questions de LGBT-phobie, parce qu'on sait, et on pourra y revenir après, que le recul de l'état de droit en ce moment partout dans le monde est profondément lié au recul des droits LGBT. C'est les premières victimes en fait de ce recul de l'état de droit. Donc je traite de ces sujets dans ces commissions. Je suis aussi membre de l'intergroupe LGBT au sein du Parlement européen et on pourra y revenir également. Merci beaucoup à vous deux vraiment de vous être rendus disponibles pour passer cette heure ensemble. Donc pourquoi on a voulu vous proposer ce thème? Déjà d'abord pour parler de la réalité qui est la nôtre, à savoir malheureusement la mise à mal de nos acquis et de l'essence même de ce que nous sommes par l'extrême droite lorsqu'elle est au pouvoir, mais aussi par les réseaux qui l'entourent. Et je pense que vous y reviendrez, Mathéo et Mélissa, ces réseaux sont extrêmement organisés, extrêmement financés. Mais on voulait aussi profiter de ce webinaire pour tenter quand même d'apporter une note positive, car oui, derrière l'ombre, il peut avoir parfois une petite part de lumière. La lutte quotidienne, elle sert aussi à mobiliser beaucoup de monde, de la politique, de la société civile. Vous en êtes les représentantes et représentants ici. Donc j'espère pour celles et ceux qui sont connectés que ce webinaire vous intéressera. Je vais poser la première question à Mélissa. Mélissa, tu es. Ah oui, je précise que vous pouvez poser vos questions dans le clavardage, si vous en avez pour alimenter la discussion. Donc, Mélissa, tu l'as dit, tu es eurodéputée. Tu as mis au cœur de ton mandat la lutte contre l'extrême droite qui s'attaque à nos droits. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le début de ton mandat au Parlement européen, euh, dans un Parlement qui, on le sait malheureusement, est fort conservateur? Je t'en prie. Oui, alors on a aujourd'hui effectivement un Parlement qui ne ressemble pas à celui de l'ancienne mandature, où il y avait une majorité progressiste qui allait de la left à Renew, Renaissance ici, oui, au Parlement européen, Renaissance fait partie de l'axe progressiste. Et en fait, au mandat dernier, il y avait des possibilités d'avancer sur des thématiques, notamment sur les droits des femmes, sur les droits des personnes LGBT. Malheureusement, là, avec la vague brune qu'on a connue pendant les européennes, on a un Parlement qui n'a jamais eu autant d'eurodéputés d'extrême droite. On a maintenant à peu près, je crois, 187 députés sur 720 qui sont d'extrême droite et ça fait trois groupes en fait. Euh, donc ça va de ECR, donc c'est le groupe avec les amis de Giorgia Meloni. Il y a les Patriotes où on a Jordan Bardella et les membres du parti de Viktor Orban. Et à l'extrême droite de l'extrême droite, on a les souverainistes avec l'AfD.
Donc l'AfD, pour rappel, ils étaient alliés avec le Rassemblement national auparavant. Ils ne le sont plus parce que pendant la campagne, ils ont dit que finalement les SS n'étaient pas tous si méchants que ça et que ça allait. C'est vraiment des gros nazis. Et donc, ils ont coupé les ponts, le RN a coupé les ponts avec eux. Et donc, là, on retrouve notamment Sarah Knafo avec ces gens-là. Donc, Sarah Knafo qui était sur la liste de Zemmour. Donc, on a trois groupes d'extrême droite, mais qui partagent le même agenda. Et on le voit au sein du Parlement. On a les obsessions de l'extrême droite qui sont amenées toutes les semaines. Donc, on connaît la plus grande obsession de l'extrême droite, c'est bien entendu les questions migratoires, mais il y a les questions LGBT qui reviennent en permanence, et notamment, je vous disais que j'étais au sein de la commission femmes. À chaque fois qu'on a une commission, il y a l'extrême droite qui pose des questions sur les femmes trans. Ils utilisent aussi la question de la GPA, qui, entre nous, en fait, est majoritairement une question hétérosexuelle, puisque la majorité des couples qui ont recours à la GPA sont hétéros, en fait, mais c'est une sorte de cheval de Troie pour aborder la question LGBT. Et donc, on va avoir, par exemple, des experts qui vont venir sur la question des droits des femmes. On va avoir l'extrême droite qui va demander, mais comment vous faites vos statistiques? Est-ce que vous utilisez les femmes qui se disent femmes, mais qui ne sont pas biologiquement femmes? Et on a des questions sur les femmes trans dans le sport, enfin voilà, on connaît ces obsessions, c'est celles qu'on voit déferler avec Donald Trump. Et malheureusement, en fait, ça revient en permanence. Dès qu'on fait un texte sur les droits des femmes, dès qu'on propose quelque chose sur les droits des femmes dans ce Parlement, en fait, il y a des amendements de l'extrême droite qui vont arriver, notamment sur la question de la place des femmes trans. Et vraiment, c'est assez effrayant à voir, c'est que ils partagent le même agenda et nous, on est en face, les progressistes, et que ce soit les ONG, les associations, les politiques, on est vraiment dispersés. On n'arrive pas à faire un front commun et à mener des stratégies communes. Et eux, on le voit vraiment, ils partagent cet agenda commun, ils partagent ces obsessions communes et vraiment, ils se parlent, ça se voit. Et qu'on soit dans un pays ou un autre de l'Europe, on voit qu'ils partagent exactement le même agenda et qu'ils vont pousser les mêmes sujets au même moment. Et c'est assez effrayant à voir. Et il y a un effet tache d'huile qui est assez effrayant. Et on le voit ce que ça donne en fait. Par exemple, la loi anti-propagande LGBT de Viktor Orban, en fait, elle a fait des petits dans enfin, dans plein de pays de l'Union européenne où il y a des pouvoirs illibéraux qui sont arrivés au pouvoir. Et vraiment, face à ça, il va falloir, enfin, et c'est ce qu'on essaye de créer là au Parlement européen, il va falloir vraiment faire un front de résistance face à cette poussée de leur obsessions. Merci beaucoup, Mélissa, pour cette première prise de parole. J'ai souhaité que dans ce webinaire, il y ait Mathéo, parce que Mathéo, tu essayes de mobiliser autour de toi des leviers, et j'aimerais qu'aujourd'hui, tu nous parles un petit peu de tout ça. D'abord, tu nous expliques un peu ce que c'est une ICE, derrière cet acronyme Ouais. un peu compliqué. Comment vous est venue l'idée? Où en êtes-vous dans la collecte, etc. Donc, vas-y, parle-nous un petit peu de tout ça, s'il te plaît. Ça marche. Donc, tout à l'heure, je me suis présenté comme coprésident de l'association ACT Against Conversion Therapy, donc contre les thérapies de conversion. Et donc, en gros, nous avons pour objectif de demander à la Commission européenne d'interdire les pratiques ou thérapies de conversion à l'échelle de l'Union européenne. Ça signifie, merci pour le lien, Fanny. Ça signifie demander à la Commission européenne d'interdire l'ensemble des pratiques qui visent à réprimer ou corriger l'orientation sexuelle, l'identité ou l'expression de genre d'une personne LGBTI, pardon. Et ça serait dans le but de la rendre soit hétérosexuelle ou cisgenre, en théorie, ou les deux. Ces pratiques-là, elles sont considérées comme des pratiques de torture par l'ONU depuis 2020. Elles sont interdites en France depuis 2022, malgré le fait qu'elles continuent en France parce qu'il y a eu une interdiction, mais qui n'est pas appliquée. Il y a des églises qui pratiquent toujours des rituels d'exorcisme, par exemple, pour soigner les personnes LGBTI, ou des docteurs praticiens qui vont fournir des hormones comme la testostérone pour rendre les homosexuels plus masculins et se disant soigner un manque d'hormones qui causerait l'homosexualité. Bref, ce sont des pratiques de torture et donc nous, on souhaite que l'Union européenne légifère et interdise ces pratiques-là dans l'ensemble de l'Union européenne. Et pour demander ça,
En tant que citoyen européen, on a un seul moyen, c'est l'initiative citoyenne européenne. En fait, on peut comparer ça un petit peu à un référendum citoyen. L'initiative citoyenne européenne, tu proposes à la Commission européenne une action législative. Tu proposes pas un texte, tu proposes à la Commission européenne d'agir sur un sujet. Et en fait, pour que la contraindre à étudier ta proposition, il faut que tu obtiennes 1 million de signatures, ainsi que des seuils minimaux de signatures dans 7 pays. Parce que si tu as 1 million de signatures qu'en Allemagne, ben, en fait, c'est un référendum allemand à l'échelle de l'Union européenne. Du coup, il demande à ce qu'il y ait 1 million de signatures dans l'Europe, mais aussi un peu de signatures en France, un peu en Allemagne, un peu, et ça dans 7 pays. Nous, ce qu'on a demandé, du coup, c'est soit une directive européenne qui interdirait directement ces pratiques-là à l'échelle de l'Union européenne. Et donc, directive, c'est un texte de loi qui doit rentrer dans le droit commun, enfin, qui est du droit commun et qui doit rentrer dans le droit national par le Parlement, soit tout simplement les interdire et les reconnaître comme des crimes européens. Pour le moment, notre initiative citoyenne européenne rassemble 215 000 signatures, ce qui est quand même un beau nombre de signatures. Et en fait, ce qui est intéressant, Fanny, c'est que tu disais que parfois on galère face à l'extrême droite qui est extrêmement bien organisée. Et en fait, cette campagne, il faut réaliser que je l'organise et on est 3 dans l'équipe de Act avec du soutien de quelques personnes dans d'autres pays. Mais qu'en fait, à 3 personnes avec 0 € de financement, on a quand même réussi à atteindre les 215 000 signatures, ce qui est, disons-le, énorme. Et en fait, on a réussi, encore une fois, sans financement et sans réel soutien, expérience, euh, à faire changer le narratif de la Commission européenne, car en fait, la Commission européenne, en 2020, a auditionné l'association Rien à guérir, le collectif de victimes françaises des thérapies conversion. En 2020, elle les auditionne, et à la fin de l'audition, ben, Benoît Berthe, qui est président du collectif, parle avec la commissaire, et la commissaire lui dit, non, mais nous, à l'échelle de l'Union européenne, on ne peut rien faire. Littéralement, on ne peut rien faire, c'est pas de la compétence nationale, c'est du droit national, on peut rien faire. Et en fait, on a réussi à passer en 2020 de on ne peut rien faire à en 2025 la nouvelle commissaire à l'égalité, Madame Labib, qui s'engage à interdire les thérapies de conversion durant son mandat. Donc en fait, on a déjà un peu gagné la lutte, mais en fait, on arrive à faire avancer les choses en poussant sans trop de moyens. Et c'est quand même très intéressant d'analyser ça, parce qu'en fait, il faut aussi noter que quand l'initiative citoyenne européenne est arrivée comme mécanisme de démocratie participative, la première initiative citoyenne européenne qui a été déposée et qui a atteint 1 million de signatures, c'est une initiative citoyenne européenne qui demandait l'interdiction de l'avortement dans l'Union européenne. Une initiative qui a été financée massivement par l'extrême droite, coordonnée dans toute l'Europe, et qui, je crois, en 2015, à l'époque où les réseaux sociaux étaient quand même très présents, mais pas aussi puissants qu'aujourd'hui, ont réussi à rassembler plus d'1 million de signatures super rapidement pour demander l'interdiction de l'avortement. Et en fait, on voit qu'en fait, l'extrême droite, euh, elle est sexiste, elle est homophobe et tout se rejoint. L'intersectionnalité, elle est vraiment réelle dans leur lutte. Et en fait, on voit que nous aussi, on peut arriver à faire des choses et on n'a pas besoin d'avoir énormément de moyens pour changer l'agenda de la Commission européenne et pousser pour ce que l'on croit. Je me suis un peu perdu dans les propos. Merci beaucoup, Mathéo. Tout ça évidemment, on fait le lien avec, l'ICE de Ma Voix Mon Choix aussi, pour, Signé ma voix, mon choix. évidemment, j'imagine que vous êtes en lien aussi et que ça fait partie de votre action que de voir les bonnes pratiques entre vous et cetera. J'avais une question du coup pour, Mélissa. Avec ce que dit Mathéo, ça me fait penser qu'évidemment en tant que parlementaire, au niveau européen, on le sait, tu n'as pas l'initiative, législative. Pourtant, j'aimerais te demander qu'est-ce que tu mobilises, comme levier pour évoluer dans un écosystème qui à première vue n'est pas très favorable et aussi des règles qui permettent pas, aux parlementaires d'exercer, toutes enfin de mettre en œuvre tous leurs souhaits, et cetera. Vas-y. Effectivement, c'est la commission qui propose, en fait, qui nous propose des textes. Après, en tant que parlementaire, il y a deux leviers. Il y a le levier où, en fait, on a des résolutions, des opinions, ou avec mes équipes, dont toi, on pousse au maximum à chaque fois des amendements sur les questions des droits LGBT. Ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, de rappeler que nous sommes là, qu'il faut des politiques intersectionnelles, c'est super important. Au niveau législatif, le gros texte sur les droits LGBT qui va venir, c'est la stratégie contre les LGBT-phobies qui doit être renouvelée cette année. Donc ça va nous demander, enfin ça va créer en fait le chemin pour lutter contre les LGBT-phobies au sein de l'Union européenne. Effectivement, on est en lien avec la commissaire Labib
pour pousser les sujets et notamment on l'a rencontré pour parler de cette question des thérapies de conversion, de la stratégie LGBT pour qu'elle soit le plus inclusive possible, pour que les familles homoparentales aient des droits partout en Europe. Et vraiment, on va pousser sur ça. Mais comme je disais, le Parlement étant ce qu'il est, la grosse stratégie qu'on doit mettre en place là et que je veux construire pendant les 4 prochaines années, c'est vraiment de déborder le Parlement par la société civile. Et ça passe notamment par les initiatives citoyennes européennes, parce que c'est pas avec le Parlement qu'on va traiter de la question des thérapies de conversion, vu la majorité qui se dégage actuellement. Mais en fait, quand on montre que en quelques semaines, il y a des milliers de citoyens européens qui se bougent sur les questions de l'avortement, sur les questions des thérapies de conversion, en fait, on montre finalement qu'il y a une majorité qui se dégage et qu'il y a des gens en fait, qui sont présents en Europe, qui luttent pour nos droits. Et ça, vraiment, il faut mettre la pression, il faut que les activistes, il faut que dans chaque pays, mettent la pression aux parlementaires et qu'ils n'oublient pas qu'en fait, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi parce qu'il y a une société civile mobilisée, parce qu'il y a des ponts qui se créent. Et vraiment, enfin, ce que je veux dans 5 ans me dire, c'est que j'ai permis de créer ce front commun, que j'ai permis de créer un front progressiste qui empêche que le pire advienne, en fait. Parce que vraiment, on est à un moment assez effrayant et enfin, on est en première ligne au sein du Parlement européen. Là, soit on va vers un chemin fasciste, soit on arrive à créer ce sursaut qui nous permet de ne pas sombrer. Et vraiment, il faut déborder le Parlement européen avec cette société civile parce que on n'y arrivera pas sinon. Et c'est pour ça que je me félicite que Ma Voix Mon Choix ait obtenu son million de signatures, que l'ICE sur les thérapies de conversion puisse euh, progresser aussi rapidement. Et vraiment, effectivement, en fait, on voit que la mobilisation paye parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des priorités de la BIB, de la commissaire Adja Labib, cette question des thérapies de conversion, parce qu'il y a eu une société civile qui a poussé la commission. Et vraiment, il va falloir continuer à pousser la commission pendant 4 ans, parce qu'on n'a que des mauvaises nouvelles en ce moment. Donc, Adja Labib, qui a un portefeuille à l'égalité, plus la préparation de crise, alors qu'on avait une commissaire qui était pleinement euh, sur l'égalité au mandat précédent. On a appris cette semaine que la commission venait, après 16 ans de blocage, d'abandonner la directive de lutte contre les discriminations. Enfin, c'est délirant. Il y a Trump qui arrive au pouvoir. L'extrême droite européenne qui en fait des caisses depuis des semaines en nous disant que c'est l'avenir et qu'ils vont créer enfin, qui vont faire la même chose en Europe, mais vraiment, enfin, vous verriez les affiches partout pour des événements sur victoire de Trump, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'Europe, et de la part de Bardella, etc. Et en fait, la réponse de la Commission face à ça, c'est de supprimer la directive qui permettrait à tous les Européens, à toutes les Européennes d'avoir une protection minimale face aux discriminations. Et donc, il va falloir vraiment continuer à mettre la pression parce qu'on a une droite européenne très faible qui vraiment poursuit les obsessions de l'extrême droite, que ce soit sur les migrations, que ce soit sur la question de l'avortement. Je me bats depuis le début pour qu'on parle enfin de l'avortement dans la Charte des droits fondamentaux et la droite européenne ne veut pas en entendre parler. Et sur les droits LGBT, enfin, le toboggan des renoncements arrive très vite avec la droite européenne et donc il va falloir maintenir la pression externe. Merci. Du coup, il y avait, plusieurs questions dans le clavardage. Une pour toi, Mathéo, je pense, plus. Dans quel pays, de l'UE est-ce qu'il y a le plus de thérapies de conversion? Et quel est le rôle de l'Église et des institutions religieuses dans leur propagation, pardon? J'imagine qu'avec tout le travail que tu as fourni, sur ce sujet, tu deviens un peu un expert et tu peux nous parler un peu de tout ça. Dans quel pays il y a le plus de thérapies de conversion? Ça va être difficile de déterminer un top 1 ou même un top 5. En fait, on va avoir des pays qui sont plus conservateurs et plus religieux que d'autres. On sait que par exemple en Pologne, les thérapies de conversion, c'est quasiment systématique quand on vit en dehors d'une grande ville. Si on vit dans un village, enfin dans une ville de moins de 100 000 habitants, il y a des églises partout et les gens sont quand même très pratiquants et donc ça sera quasiment systématique que vous allez subir, si ce n'est pas des thérapies de conversion, au moins des pressions pour les subir. Et ça sera dans ce cas-là des thérapies de conversion qui sont dites
religieuses. Mais au niveau de l'échelle européenne, nous, on dit qu'il y a environ 5% des personnes LGBTI qui ont été encouragées à subir des pratiques de torture, des pratiques de conversion, et qu'il y en a entre 1 à 2% des personnes LGBTI qui en auraient subi. Ce qui est important de noter, c'est que on n'est pas tous logés à la même enseigne quand on est LGBT par rapport aux thérapies de conversion. Les personnes trans subissent 2 fois plus de thérapies de conversion, car ce sont celles qui sont le plus visées par ces pratiques-là, mais ainsi que les personnes non binaires. Et parfois, on peut oublier, par exemple, les personnes asexuelles peuvent être aussi victimes de cette pratique-là. Et en fait, il y a un ensemble de pratiques qui est tellement large, mais qui visent en fait à torturer les gens pour essayer de les soigner, qui c'est incroyable. Et en fait, en France, par exemple, on pourrait penser qu'on a un pays qui est plutôt avancé sur ces sujets-là, mais ces pratiques-là, elles continuent. Quand il y a eu la loi, on avait noté deux grands réseaux français de thérapie de conversion. Il n'y en a qu'un seul qui s'est arrêté. Le second continue de faire des thérapies de conversion en France. Et tu peux le contacter quand tu veux et ils te répondent par email très rapidement, sous une semaine, pour te mettre en relation avec une église qui pourrait potentiellement t'aider, ce qui est quand même terrifiant. Et ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que il y a quand même un réseau européen. Il y en a plusieurs. Il y a 2 réseaux européens de thérapie de conversion. Il y en a un qui s'appelle Desert Stream, qui relie entre des églises et des groupes d'églises dans le pays et qui organise des thérapies de conversion. C'est-à-dire qu'on sur leur site internet, c'est en public, tout le monde peut y accéder. Tu as des cartes avec des églises sur une carte européenne, et avec des contacts, des personnes à contacter. Et ces personnes-là organisent des conférences. La semaine prochaine, il y a une conférence à Londres sur comment former les prêtres pour faire des thérapies de conversion. Et ça, c'est une conférence européenne, là où tous les membres, entre guillemets, de ce réseau européen peuvent aller participer, peuvent se former pour essayer de guérir les personnes LGBTI. Et donc, c'est quand même plutôt terrifiant. Et je sais pas. Ah oui, par contre, quel rôle des églises, euh, quand on parle de thérapie de conversion, on a souvent l'imaginaire, en fait, de l'église et l'exorcisme, parce que c'est la thérapie de conversion qui est la plus médiatisée, disons-le. Mais en fait, il y a tellement de pratiques différentes. Et en fait, ça sera pas seulement que l'Église. On en a beaucoup travaillé avec le refuge LGBTI de Bruxelles. Et à Bruxelles, c'était par exemple l'islam qui posait, entre guillemets, problème. Parce qu'il y a des groupes radicaux islamistes à Bruxelles qui, en fait, essayaient de soigner les personnes LGBTI de là. Donc, au refuge de Bruxelles, ils ont eu beaucoup de cas avec l'islam. En fait, ça traverse un peu toutes les ports des religions. C'est général à tout le monde. Là où il y a de l'homophobie, il y aura des thérapies de conversion. Et en fait, ça se trouve là. Et les thérapies de conversion peuvent être aussi faites à l'intérieur de la famille, en fait, par des pressions, par des parents, par des oncles, par des grands-parents. On a eu un cas horrible en France. Je suis désolé de vous raconter ça à 11 heures du matin. Une maman qui violait son fils pour lui apprendre la sexualité hétérosexuelle, ce qui est quand même terrifiant. Et qui, en l'espèce, est une thérapie de conversion, car c'était pour, entre guillemets, le soigner de ses aversions, enfin, de son intérêt pour les hommes, en lui apprenant ce qu'était une sexualité hétérosexuelle. Ce qui est dégoûtant. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on n'utilise plus trop le terme de thérapie, parce que thérapie, déjà, c'est quelque chose de bien. Faites des thérapies, c'est important pour vous, si vous en avez besoin. Donc, la thérapie, c'est quelque chose de positif, mais c'est aussi quelque chose de médical, et qui a un fondement, et qui vise à vous soigner. Alors que du coup, nous, on parle de pratique, parce que c'est pas forcément médical, et puis surtout, ça n'a aucun fondement, et ça ne vous soignera jamais. La seule chose que ça peut vous faire, c'est de vous faire des traumatismes à vie, et pousser malheureusement au suicide pour beaucoup de victimes. Voilà. Pardon. Merci beaucoup, Mathéo et en fait, finalement, dans ce que vous dites, tous les 2, on voit, l'importance de marcher, sur 2 jambes, main dans la main, entre politique et société civile. Parce que finalement, quand on croit que les choses, sont finies, elles le sont jamais vraiment, dans la pratique. Donc, merci pour ce que vous faites. J'avais une question plus générale. Je pense que vous serez tous les 2 à même d'y répondre. Je vais d'abord donner la parole à Mélissa. C'est vrai qu'on a vu là, l'élection de Donald Trump, récente. On voit que ça délie, encore plus les langues, notamment sur les réseaux sociaux, avec, Elon Musk, qui, a, on va dire, une suractivité envers les personnes, LGBT. Est-ce que vous ressentez, un impact de l'élection de Trump, sur l'Union européenne? Et aussi, comment on fait pour lutter finalement, au niveau de l'UE, pour, contre, cette espèce de volonté impérialiste américaine, de la part de Trump, et de Musk? Mélissa, si tu as Oui, bah, en fait, tu parlais de langue qui se délie, c'est assez effrayant au Parlement européen. Là, c'est notamment Musk, c'est leur idole, en fait. C'est assez délirant. Les gens, les souverainistes qui sont en fait les plus gros atlantistes.
Et par exemple, on a fait il y a eu une conférence sur la remigration au Parlement européen organisée par l'AfD. Et en fait, on est allé manifester pacifiquement face à leur salle pour dire, bah, en fait, enfin, c'est ignoble de faire une conférence sur la déportation massive de gens au Parlement européen et vous devriez avoir honte. Et en fait, il y a des parlementaires d'extrême droite qui faisaient le signe d'Elon Musk, etc. Enfin, vraiment, ils sont en toute puissance depuis l'élection de Trump. Ils ont fait je ne sais pas combien de conférences sur Trump, sur sa victoire, ce que ça voulait dire pour eux, à quel point il fallait calquer son agenda sur l'agenda européen et à quel point ils allaient faire la même chose dès qu'ils arriveraient au pouvoir. Ça leur donne vraiment confiance. Et puis en plus, il y a une ingérence de Musk dans des élections qui se passent en Europe. On le voit avec l'Allemagne où en fait Musk fait la promotion de l'AfD toutes les semaines et ça fonctionne puisque l'AfD dans les sondages a des scores assez délirants. Euh, Face à ça, en fait, il y a une législation européenne, notamment le DSA, pour limiter la désinformation, parce qu'en fait, on est face à des attaques massives de désinformation, que ce soit sur les LGBT, sur euh, les femmes, la désinformation genrée, etc. Et donc, en fait, l'Union européenne doit juste appliquer ces règles et sanctionner les GAFAM et toutes ces entreprises américaines qui ne respectent pas la loi. Après, je pense que l'un des enjeux aussi, c'est que l'Union européenne enfin sanctionne les pays qui dérivent. C'est-à-dire que là, pendant des années, la Hongrie de Viktor Orban a fait n'importe quoi, a totalement rogné sur l'état de droit, sur les droits des personnes LGBT. Enfin, c'est l'enfer. Et on a mis des années à avoir les premières sanctions financières avoir lieu et encore, c'est assez limité pour le moment. Et en fait, dès qu'un pays enfin, de rogne sur l'état de droit, il faudrait que l'Union européenne agisse directement. Et de notre côté, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'écrire à la Commission dès qu'il se passe quelque chose. On voit par exemple que là, le ministre de Slovaquie et le Premier ministre a écrit à Elon Musk suite En fait, il y a eu une coupure massive des fonds américains. Il a écrit à Elon Musk pour avoir le nom des associations qui étaient financées par les États-Unis en parlant d'ingérence, etc d'agents étrangers. Et là, on a dit, j'ai écrit à la commission en disant, voilà, ce qui se passe en Slovaquie, est-ce que vous acceptez ça? Est-ce que vous allez sanctionner la Slovaquie qui demande des listes d'associations? Enfin, c'est assez délirant ce qui se passe. Et on a une commission qui est totalement absente depuis l'élection de Trump. Et ça, c'est assez effrayant. Et notamment, Ursula von der Leyen a disparu. Mais vraiment, elle a disparu. Et il faudrait, face à la victoire de Trump, un protectionnisme européen. Il faudrait des sanctions. Il faudrait, je vous parlais tout à l'heure de la directive qui avait été abandonnée. Il faudrait justement s'appuyer sur les valeurs européennes, plus de protection, les valeurs d'égalité, etc. Et en fait, on a une commission aux abonnés absentes et ça, c'est vraiment effrayant. Euh, Au moment où on doit faire preuve de force, au moment où l'Europe doit avoir un sursaut, en fait, on a une commission qui ne fait rien et ça, c'est plutôt délirant. Et c'est vrai que, par exemple, sur la directive antidiscrimination, il y a 2 semaines, on nous dit que la présidence polonaise souhaite en faire une priorité. Et 2 semaines plus tard, de manière unilatérale, alors même que Adja Labi, bon, l'a auditionné il n'y a pas longtemps, n'était pas au courant, on nous dit ah bah la directive antidiscrimination disparaît de l'agenda. Enfin, je Mais sais pas. c'est super délirant, oui, effectivement. Enfin, la présidence polonaise nous envoyait des mails parce que, en fait, dans chaque commission, on devait interroger des ministres polonais. Je ne sais pas si vous connaissez le système européen, mais c'est le Conseil de l'Union européenne, c'est une présidence tournante. Et avant, on était sur une présidence hongroise. Donc tout le monde était en PLS en se disant on va avoir la présidence hongroise et ensuite la présidence polonaise parce qu'à l'époque c'était l'extrême droite du PiS. Et en fait, entre-temps, il y a eu des élections, les progressistes sont revenus au pouvoir. Et donc là, en fait, ils en faisaient
tonne sur la directive bloquée depuis 16 ans en disant c'est notre priorité, on va le faire. Posez-nous des questions quand vous rencontrez nos ministres. Et en fait, nous-mêmes, on a posé la question sur la directive antidiscrimination et la ministre polonaise qui était féministe, etc., nous a dit ça sera notre priorité. Et 2 semaines après, en fait, sans prévenir la commissaire à l'égalité, Ursula von der Leyen a décidé de retirer cette directive. Et en fait, les échos qu'on a eus, les bruits de couloir, c'est qu'elle aurait fait ça dans la perspective des élections allemandes. C'est quand même délirant. Avec l'AfD qui est très haut dans les sondages, etc. En fait, elle a décidé de manière unilatérale de retirer cette directive antidiscrimination pour les élections allemandes, ce qui est délirant. En fait, la vie politique allemande interne euh, enfin, prend le pas sur la vie de millions d'Européens. C'est dingue. Ça veut dire aussi à quel point il faut être solide sur ses appuis et avoir le cœur bien accroché quand même quand on décide de travailler sur ces sujets-là. Mathéo, du coup, tu nous disais que l'ICE, elle avait progressé quand même relativement vite, avec assez peu de moyens. J'imagine que vous avez mobilisé beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que du coup, depuis l'élection de Trump, vous voyez une différence, peut-être même avant d'ailleurs, parce que Elon Musk, ça fait quand même quelques semaines, voire quelques mois qu'il a passé la seconde, si je puis dire. Donc raconte-nous un peu, puis même toi, de ta vision de militant, ce que tu en penses de tout ça. T'as le micro coupé. J'ai- Ouais. Merci. Je vais faire un petit retour en arrière. En octobre, j'étais à la conférence internationale de IGLIO. IGLIO, c'est une association, enfin une organisation européenne d'associations LGBT qui s'intéresse aux questions LGBT pour les jeunes. Et donc, ils avaient leur conférence en octobre. Et cette conférence, elle a été marquée par la question de l'extrême droite, en fait, en particulier. Et en fait, les militants qui étaient présents, il y en a certains, c'est des militants de longue haleine qui sont là depuis 10-15 ans. Et ils disaient qu'on n'a jamais connu une reconnaissance des LGBT-phobies à ce point-là. Moi, je suis très jeune dans le militantisme LGBT, donc j'ai un recul de 2-3 ans, disons. Et eux sont particulièrement inquiets, et particulièrement pour l'état de droit et la haine sur les réseaux sociaux. Et c'est là, en fait, là où Elon Musk vient jouer. Je sais que pour notre initiative citoyenne européenne, on a 215 000 signatures grâce aux réseaux sociaux, en particulier grâce à Instagram. C'est là où on relaie la plupart de nos informations et c'est là où on arrive à démarcher le plus de personnes pour qu'ils collaborent avec nous et partagent le lien pour qu'on signe. Mais par exemple, l'initiative citoyenne européenne, Ma Voix, Mon Choix, dont on a parlé plus tôt, qui est une initiative citoyenne européenne qui demande à la Commission européenne de garantir l'accès à l'avortement en Europe, elle aussi fait sa campagne extrêmement sur Instagram et se fait censurer depuis l'élection de Trump, euh, énormément sur les réseaux sociaux. Leur compte n'est plus du tout mis en avant, leurs posts ne font plus aucun like, leurs posts en fait disparaissent des algorithmes, et les algorithmes ont été modifiés par non pas Musk cette fois-ci, mais Zuckerberg, parce qu'en fait Musk et Zuckerberg sont très potes avec Trump, et donc les deux adaptent leur algorithme aux tendances politiques. Comme on a vu chez Meta, on a supprimé beaucoup de posts qui étaient visés à l'intégration des personnes LGBT, des personnes racisées. L'extrême droite, en fait, elle est en train de gagner sur les réseaux sociaux. Et il faut pas se laisser faire pour autant non plus parce que Ma Voix, Mon Choix persiste. Elle continue à faire beaucoup de posts et appelle à être relayée. Mais en fait, les algorithmes vont les limiter dans leur écho. Elles ont 200 000 abonnés et elles font 2000 likes parce que ben, leurs posts disparaissent. Et ça, en fait, c'est la volonté algorithmique qui est quand même comment dire, un agenda politique. Et moi, c'est une question que j'ai envie aussi de poser à Mélissa. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait contre l'ingérence de Elon Musk dans la politique européenne, quoi, sur nos réseaux sociaux? On est vraiment coincé, j'ai l'impression, et je me demande si on peut faire quelque chose. Nous. Mais là, pardon. On vient de créer une commission exceptionnelle qui s'appelle Democracy Shield, donc bouclier démocratique, où on va justement traiter de cette question de l'ingérence, de la désinformation, des algorithmes. Et le but, c'est donc, je suis membre de cette commission parce que je voulais travailler justement. En fait, on voit partout que le recul, je vous le disais tout à l'heure, le recul de l'état de droit passe souvent et on le voit vraiment partout, au départ, en fait, par le ciblage de certaines populations. Et ça s'est passé en Hongrie, ça se passe ailleurs, en Bulgarie, ça se passe. J'étais à Istanbul la semaine dernière et en fait, c'est les mêmes procédés. C'est-à-dire qu'à un moment,
Quand des pouvoirs illibéraux veulent attaquer les droits fondamentaux, ils vont toujours commencer notamment par attaquer la propagande LGBT, etc. Et en parlant d'ingérence extérieure, qu'il faut légiférer sur cette ingérence extérieure et que cette ingérence passe notamment par la propagande LGBT, le féminisme, etc. Ils reviennent sur les valeurs traditionnelles qu'il faut préserver. Et donc, c'est comme ça qu'il commence notamment à s'attaquer à l'état de droit. Et donc, j'ai souhaité faire partie de cette commission temporaire. Et le but de cette commission temporaire, c'est de faire un rapport dans un an où justement on donne des solutions pour préserver la démocratie en Europe et pour préserver les droits fondamentaux et notamment les droits fondamentaux des minorités. Mais là, pour commencer, en fait, il faut appliquer la législation européenne, et notamment sur le DSA. En fait, il y a eu une législation qui préserve, et notamment qui nous préserve des GAFAM. Et là, en fait, ce qui est effrayant, je vous parlais de la faiblesse de l'Union européenne. En fait, il y a même un recul sur ce qu'on a obtenu au mandat dernier, où ils disent non, mais finalement, en fait, on est allé trop loin et sous pression américaine et notamment de la tech américaine, en fait, l'Union européenne est en train de se dire, ah non, mais finalement, on va arrêter toutes les législations qui essayent de contrôler justement les réseaux sociaux, qui essayent de contrôler Musk, ses algorithmes, son ingérence. Et en fait, c'est juste pas possible. Et ça, là, ça va être la lutte, je pense, des prochaines années, c'est de dire à la Commission notamment, préserver ce qu'on a. C'est pas parfait, mais préserver ce qu'on a, on peut pas plier face aux exigences des milliardaires euh, états-uniens. Merci. Est-ce que Mathéo, ça répond un peu à ta question? C'est un peu déprimant parce que il y a ce truc de, on essaye de se mobiliser sur d'autres réseaux sociaux, type Blue Sky par exemple, mais on pensait quand même que Instagram, c'était un peu le dernier rempart face à Elon Musk. Et puis en fait, dès lors que Trump, le duo Trump-Musk est arrivé à la Maison Blanche, on voit que Zuckerberg et Bezos pour Amazon, direct, ils ont pris le train en marche, quoi. Donc voilà, Il y mais a Google qui a supprimé, vous voyez les annonces là sur la page d'accueil, sur le Black History Month et le mois des fiertés, ils ont décidé de supprimer ça. Enfin, c'est juste délirant. Et ça ouais. montre à quel point la finance est compatible avec le fascisme, en fait. Bah oui, c'est ça. Est-ce que, par exemple, Mathéo, vous avez des financements, pour mobiliser, enfin, comment vous vous organisez? Vous avez fait une caisse, par exemple, ou quelque chose? Non, en fait, la campagne de base, nous, on n'est qu'une association et on a très peu de moyens et en fait, on a aussi très peu de compétences financières. On s'est dit qu'on allait se concentrer particulièrement sur la mobilisation des politiques, des influenceurs sur les réseaux sociaux, plutôt que nous concentrer sur faire des réponses d'appels d'offres, faire des bilans de subventions, de gérer les comptes, gérer la banque. En fait, on s'est dit on a très peu de temps militant et pas les compétences particulières pour gérer l'argent, nous. Donc oui, moi je pense qu'il faut donner aux associations LGBT, mais donner aux associations qui savent comment gérer leurs sous. Là, on va potentiellement avoir une bourse de 10 000 € de la part d'Iglio. On va répondre à un appel à projet pour la première fois. Mais comme on a pris l'habitude de faire campagne sans argent et que pour le moment, mine de rien, on s'en sort quand même pas mal pour une association qui n'a pas d'argent, on n'a pas encore pris le coup de gérer cet argent-là. En fait, on finance sur nos fonds propres. Dès qu'on a besoin d'argent, on le sort nous-mêmes. Et en fait, c'est là aussi qu'on voit la différence entre la société civile progressive, qui est tout le temps en train de chercher de l'argent et tout le temps en galère, et la société civile d'extrême droite, qui en fait est largement financée tout le temps. Je ne sais pas si vous aviez vu, quand il y avait la Journée internationale pour le droit de l'avortement, c'était, je crois, un jeudi ou un mercredi. Le samedi, sur Trocadéro, on avait une scène immense qui était largement financée parce que c'est une organisation, ce genre de manifestation, une manifestation contre le droit à l'avortement en France. Et en fait, on se demande d'où cet argent sort. Et en fait, on sait aussi d'où vient cet argent. Et on le voit, tout à l'heure, j'ai envoyé le lien pour le réseau européen de thérapie de conversion. Ce réseau-là, Desastream, c'est un seul parmi trois qu'on a identifié. Et celui-là, ils ont que 4 antennes en Europe, particulièrement dans les Pays-Baltes et en France. Mais ils en ont, je crois, une vingtaine aux États-Unis. Et en fait, on comprend que
tout vient des États-Unis quand on parle de thérapie conversion, enfin, pas tout, mais que c'est quand même fortement relayé par les États-Unis. Et par exemple, en Espagne, les thérapies conversion, elles ont été interdites. Elles continuent, bien sûr. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est même parfois des personnes latinos, des personnes d'Amérique latine, qui vont reprendre la gestion des thérapies de conversion, parfois à distance, en visioconférence. Donc, on peut avoir des prêtres latinos qui vont faire des visioconférences pour essayer de soigner à distance les personnes LGBT d'Espagne. Et en fait, on voit que tout est international et tout est largement financé et tout est très bien organisé. Et c'est là que ce qui est intéressant, ce que Mélissa soulignait au début, c'est vraiment de faire un front européen de défense antifasciste, littéralement lier les politiques progressistes et la société civile progressiste et vraiment lutter ensemble. Et un truc qui était sympa au début du NFP, c'était qu'on avait dit on réglera nos problèmes après. Et en fait, c'est ça. Dans la société civile LGBT européenne, on s'entend pas tous sur tout. Mais je pense que là, c'est pas le moment de tergiverser sur de la terminologie, de tergiverser sur quelles sont les priorités. Là, c'est de lutter ensemble, se regrouper et se mettre en action tous ensemble, quoi. Je suis assez d'accord, avec ce que tu dis. Ça rejoint un peu une question de Manuel dans le chat qui demande si, les assos LGBT se non, c'est pas ça la question, pardon. Sur un réseau, d'associations, au niveau européen, qui appuie l'action, du Parlement européen. Ça, du coup, tu y fais référence rapidement. Mélissa, on le voit aussi depuis le début du mandat, on est contacté, oui, par des gros nazis, comme tu l'as dit au début, mais on est aussi contacté par beaucoup d'associations type Iglio, mais aussi l'ILGA, on pourra vous donner les références ensuite, mais aussi par une association qui s'appelle European Parliamentary Forum for Sexual and Reproductive Rights, qui produit des études sur les réseaux de financement. Je vais vous mettre le lien dans le clavardage. Est-ce que Mélissa, tu veux nous dire un mot sur comment on travaille finalement quotidiennement avec les ONG et les réseaux d'associations? C'est vrai qu'on en rencontre pas mal, et notamment, tu parlais de l'IPF. En fait, c'est ultra riche parce que ça nous donne des informations. Et il y a un truc, et notamment, il y a l'étude sur le financement des anti-choix. C'est assez dingue, en fait. L'argent qu'ils récoltent, d'où ça vient à la fois, effectivement, des réseaux religieux aux États-Unis. Il y a les Russes, il y a les Hongrois. Et en fait, je vous parlais tout à l'heure de réseaux très organisés, c'est des gens qui se parlent en permanence. Et par exemple, la Hongrie, elle joue un rôle considérable. C'est un petit pays finalement, mais qui finance massivement les réseaux anti-choix en Europe. Et ils ont des conférences, je parlais d'agenda commun, mais parce qu'en fait, ils se rencontrent en permanence et ils établissent des stratégies ensemble. Et donc, avec ces ONG, l'idée, c'est vraiment de les rencontrer et d'avoir le plus de contenu et savoir en fait de quoi on parle. C'est super, super enrichissant. Et notamment, je pense que la question de l'argent, elle est essentielle en fait au Parlement européen. Qu'est-ce que l'Union européenne finance? Et notamment, là, ce qu'on essaye de voir, c'est si l'Union européenne ne finance pas à son insu des réseaux anti-choix. Parce qu'on avait eu quelques alertes où peut-être que de manière déguisée, en fait, l'Union européenne pouvait financer des organisations qui, derrière, en fait, financent des campagnes anti-choix, etc. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Après, en tant que parlementaire, ce que je fais pas mal aussi, c'est rencontrer des activistes qui subissent en fait le joug de régimes illibéraux. Et je vous parlais de la Turquie tout à l'heure, et à Istanbul, et j'ai rencontré des activistes LGBT, et en fait, étrangement, ultra, c'était l'enfer. Leur vie est un enfer. La Pride est interdite depuis des années. En fait, ils ont fait une Pride énorme, 100 000 personnes dans la rue. C'est la plus grosse Pride dans un pays musulman qu'il n'y a jamais eu. Et en fait, après ça, le pouvoir a interdit à la fois le 8 mars, il a interdit les Prides. Et en fait, donc la situation est catastrophique. Et en fait, c'est des gens qui tous les ans vont dans la rue,
ils font des petits groupes d'une dizaine de personnes parce qu'ils peuvent pas se rassembler plus parce qu'il y a des flics partout. Et le jour de la Pride, en fait, ils sortent des drapeaux, ils se font encercler et en fait, ils tentent tous les ans depuis 2016. Et en fait, je me dis, enfin, euh, ça m'a donné une lueur d'espoir, c'est-à-dire que même si on n'y arrive pas, même si les fascistes arrivent un jour au pouvoir, en fait, on arrivera toujours à créer des bulles de résistance. Et c'était le petit mot optimiste et pessimiste à la fois. J'espère que les fascistes n'arriveront pas au pouvoir, mais même s'ils sont là, en fait, on sera toujours là, on vivra, on pourra créer des bulles de résistance, des bulles d'amour, d'amitié et continuer la lutte. Et donc, ça m'a fait un peu de bien quand même, parce que c'est l'horreur de voir tous ces fascistes avancer au Parlement européen et de se dire, en fait, il y a un effet de tache d'huile, j'ai l'impression qu'on est dans un cycle horrible. Et en fait, quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Bah, ça, c'est quand même une parole très optimiste et c'était mon souhait lorsque j'ai imaginé ce webinaire. Euh, Du coup, c'est vrai que je vous ai mis le lien dans le clavardage d'un gars qui s'appelle Neil Data, du coup, et qui travaille beaucoup sur les réseaux de financement. C'est super intéressant et il démontre il montre d'où viennent ces réseaux et il montre aussi qu'est-ce qui est financé, par quel pays et tout. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à approfondir ça et vous verrez la différence entre une association comme celle de Mathéo qui arrive à faire des choses alors qu'elle a 0 thune et la différence entre les réseaux anti-choix. Et je voulais dire un truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Oui, c'est que aussi les assos féministes, les assos LGBT, on le sait, c'est celles qui ont le moins d'argent parce que celles et ceux qui militent, c'est souvent des personnes qui ont le moins d'argent par rapport au grand capital qui va financer des gros réseaux. Il y avait une dernière question, Mathéo, pour toi dans le clavardage qui remonte un peu, mais je ne l'ai pas oublié, je les ai notés. Que peuvent faire les professionnels de santé et les services sociaux pour identifier et éviter les thérapies de conversion? Est-ce que vous, j'imagine que dans votre asso, au-delà de pousser l'ICE, j'imagine que maintenant vous collectez pas mal de choses, vous avez pas mal de matière pour documenter un petit peu tout ça. Est-ce que tu as des petites infos à nous donner là-dessus? Alors, c'est un sujet sur lequel on en a évoqué, mais j'avoue qu'on n'en a pas trop parlé, parce qu'on se concentre essentiellement sur la campagne, notamment, en fait, de base, c'était quand même une campagne législative, et c'est devenu plus une campagne de com, parce qu'on a juste besoin de médiatiser les choses le plus possible pour avoir des signatures. Comment identifier ça? Moi, je pense qu'il serait important, c'est, déjà, je vais parler un peu au niveau national en France. En fait, en France, on a les infirmiers scolaires, je sais pas, on appelle ça comme ça. Je crois que moi, j'ai eu une seule visite médicale dans toute ma scolarité. En fait, c'est une question qui se pose, en fait, les lacunes en France sur l'accès aux soins des étudiants, des jeunes, notamment pour signaler là, parce qu'en fait, les pratiques de conversion, elles visent en particulier les mineurs. Et les mineurs, ils subissent ces pratiques-là, c'est parce que leur tuteur les y pousse. Donc, il leur faut des personnes de confiance qui pourraient, entre guillemets, les soustraire à ces pratiques-là. Je pense que c'est un sujet que le refuge pourrait notamment y répondre beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez le refuge, c'est une association qui s'occupe de l'hébergement d'urgence pour les personnes LGBTI et qui, en l'occurrence, a rencontré beaucoup de victimes de thérapie de conversion, que ce soit en France, mais aussi à Bruxelles, par exemple, parce qu'il y a un autre refuge là-bas. Donc moi, c'est cette question-là, et je pense que ça passe beaucoup c'est par les professeurs. Je sais que les enseignants sont des personnes en qui les élèves ont souvent confiance, selon les relations on entretient avec ces professeurs. Et c'est vrai que les professeurs sont pas vraiment formés pour détecter les abus de manière générale, que ce soit les thérapies de conversion ou aux autres abus que les enfants peuvent subir. Et moi, je pense qu'il y a aussi ces questions-là, en fait, revoir un peu l'école, parce que moi, tout passe par l'école, selon mon point de vue. Donc, que ce soit le médecin scolaire, voilà, le médecin scolaire, ou l'éducation des enseignants contre les abus. Et je pense que c'est les abus en généraux et qu'on pourrait avoir une sous-partie sur les thérapies de conversion. Et aussi, c'était un sujet brûlant dernièrement, et ça l'est toujours, l'importance de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Aussi, expliquer aux enfants que non, ce n'est pas normal d'avoir des tuteurs et des parents qui souhaitent convertir et mener le chemin vers l'hétérosexualité. Euh,
Je vais faire le pont avec la dernière question. Ouais, Harmonie, tu parles des enseignants de Notre-Dame de Bétarame. Je vous invite à aller voir la série là dans Mediapart qui fait froid dans le dos sur les actes de violence, de pédophilie, etc. dans cette école privée des Midi-Pyrénées. Je vais faire le pont avec la dernière question de Manuel qui demande comment, dans les alliés, les fédérations professionnelles européennes, moins directement, les syndicats, etc., peuvent aider. Ça sera ma conclusion, Mathéo, avec toi. Comment est-ce qu'on peut t'aider à récolter ces signatures? Est-ce que les alliés peuvent t'aider? Est-ce qu'on peut... je pense que c'est diffuser le lien partout, mais dis-nous un petit peu ce qu'il en est. Euh, En parlant d'alliés, moi je vais commencer juste par remercier les associations féministes, notamment francophones. La campagne, elle en serait vraiment pas là si on n'avait pas eu le soutien des féministes. En fait, on travaille beaucoup avec Ma Voix, Mon Choix, mais beaucoup en fait avec les associations féministes, qu'elles soient francophones, donc en France, en Belgique et au Luxembourg. Vraiment, je remercie les associations féministes de leur soutien. Elles ont toujours été là et je pense qu'elles le seront toujours et nous, on sera toujours là pour elles. Donc c'est parfait. Par rapport aux fédérations professionnelles, ce qui est très intéressant, c'est que pour l'interdiction des thérapies de conversion, vu que les thérapies, c'est un domaine médical, selon les pays, on peut avoir dans les ordres médicaux des choses qui sont légales et illégales. Et je sais qu'en Macédoine du Nord, les thérapies de conversion sont interdites parce que la Fédération des médecins l'a reconnu comme interdit. Bon, en l'occurrence, du coup, elles sont interdites que pour les pratitionnaires, enfin les médecins, donc pas dans tout ce qui est domaine religieux. Mais on voit qu'en fait, on peut s'engager, enfin les syndicats, les fédérations peuvent s'engager eux aussi dans cette lutte-là. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui l'avaient fait. Je me souviens que je crois que c'était en 2020, il y avait eu un communiqué d'une fédération de médecins au niveau européen qui avait en fait appelé à interdire ces pratiques-là. Je sais qu'en Grèce, ça a été notamment par la mobilisation des médecins que ça s'est passé. Mais de manière générale, oui, en fait, on a besoin des alliés, on a besoin de la société civile, que ce soit du coup pour les droits de l'homme, pour les droits des femmes, contre le racisme. En fait, on faut tous s'unir et en fait pousser nos agendas entre guillemets aussi parce que eux poussent le leur, autant pousser le nôtre. Il faut pas en fait se dire moi d'abord. Moi, je déteste le moi d'abord quand on lutte pour les droits en fait de manière générale. Dire non, désolé, je suis occupé sur mon sujet, je peux pas parler du tien, je trouve ça un peu ridicule en fait. On est tous dans la merde. C'est tous le moment faut vraiment juste finir et arrêter de se bagarrer à l'intérieur de nos mouvements sociaux. Et en fait, pour parvenir à atteindre notre million de signatures, nous, on va être honnête, même si tu voulais du positif, on a peu d'espoir d'avoir un million de signatures parce que la date butoir, c'est le 17 mai. 17 mai, c'est la journée internationale de lutte contre la LGBT-phobie. Donc, c'était le jour de lancement et le jour de fin de la campagne parce que la Commission européenne te donne qu'une seule année pour obtenir un million de signatures. Donc, on est plutôt négatif sur la possibilité d'atteindre le million de signatures. Mais ce qu'on va faire, nous, c'est nous occuper d'avoir les 7 seuils de signatures minimum. Donc, il y a deux conditions, un million de signatures et 7 seuils de signatures dans des pays. On va faire notre possible pour avoir les 7 seuils de signature le plus rapidement possible. Pour le moment, on en a 3, bientôt 4. Et on espère en fait que lors du mois de mai, lors des 2 dernières semaines, à la fin du mois d'avril, on ait une réelle mobilisation qui se mette en place avec des célébrités, potentiellement Angèle ou des personnes comme ça, qui en fait se joindraient enfin à nous, parce on essaie de les contacter, mais se joindraient enfin à nous et qu'on arrive à médiatiser la chose au possible et notamment en fait d'avoir un pic de signature le 17 mai pour la journée de droit contre la LGBTI-phobie, que en fait ce soit de quoi on parle en fait ce 17 mai-là. On se pose la question des thérapies de conversion, des réseaux européens qui s'organisent ça dans le dos de tout le monde et qu'en fait on mette ce sujet-là. Et en fait, merci beaucoup Charlotte. Moi aussi, j'y crois en fait. Et je me dis que avec tout ce qu'on a fait, même si on n'a pas de million de signatures, on peut être fier de nous parce que c'est un sujet qui a été mis sur la table. En Finlande, ça a été reposé la question de la conversion grâce à la campagne. En fait, on fait avancer les choses. Et Madame Labib, même si elle est limitée dans son mandat par la Commission européenne actuellement, moi j'y crois. J'espère elle atteindra ces pratiques-là. Et on sera là pour lui pousser, on sera toujours là pour lui rappeler. Comme a dit Mélissa, on sera toujours là, on lâchera rien. Peu importe ce qui se passe, on est là en fait. On est là, on se taira pas. Et vous avez bien vu tout ce qu'on a réussi à faire à Acte avec zéro moyen en étant trois. Alors si on s'unit tous et on met un peu le peu de moyens qu'on a en commun, on peut faire des choses immenses, des choses grandioses. Donc on s'accroche. Et voilà. En Merci tout beaucoup cas, tu pour peux compter sur nous. On le rappelle très souvent à Jalabib, Merci. où il y a cette question de thérapie. Merci beaucoup Super. pour cette note positive. Du coup, plaidoyer, plaidoyer, plaidoyer. Bien lâché. Allez-y, vous toutes et tous qui êtes là.
On a partagé le lien, donc allez-y, partagez-le. Mélissa, je vais te donner le mot de conclusion puisqu'il est 11h29. Merci Mathéo, en tout cas, d'avoir échangé avec nous. C'était super inspirant. Vas-y Mélissa, je t'en prie. Non, je vais te dire que effectivement, c'est un mandat de combat au Parlement européen, mais pardon, j'en perds ma voix. Mais vous pouvez compter sur moi et compter sur nous, en fait. Et vraiment, il faut qu'on construise ce front radical, féministe, antiraciste et qu'on lutte pied à pied face aux fachos. Et vous pouvez compter sur moi. Moi, je compte sur vous. Et à la fin, on va gagner. Merci beaucoup. Eh bien, du coup, on a fini les 11h30. On est pile dans les temps. Vous êtes trop forts. Merci. À Merci bientôt. beaucoup.